Dans la vidéo précédente, nous avons vu que Darwin imagine, sur des bases physiques, que la Lune peut être éjectée d'une prototerre en rotation rapide. Si l'on estime celle-ci à moins de 5 heures, il semble clair qu'un corps en fusion ne peut rester sphérique. La prototerre devait plutôt avoir cette allure. Mais comment ce processus d'accouchement a-t-il commencé ? Dans son texte fondateur de 1879, suite d'un texte paru l'année précédente, Darwin estime qu'outre la déformation de la prototerre due à sa vitesse de rotation, le Soleil a pu donner un coup de main. Il suffit d'imaginer une rotation de 4 heures pour qu'une oscillation interne de la masse visqueuse de la prototerre se produise, avec une période régulière de 2 heures. Darwin s'appuie pour cela sur les travaux de William Thomson, alias Lord Kelvin, à propos de l'instabilité d'un sphéroïde fluide. Dans ce cas, la marée due au Soleil, qui se produit 2 fois par jour, serait synchrone avec celle de l'oscillation interne, accentuant progressivement sa puissance. Atteignant une instabilité trop forte, la prototerre finirait par se disloquer en 2 ou plusieurs parties. Mais au moment de sa dislocation, quelle était sa forme ? On savait déjà, depuis les travaux de Maclaurin, publiés en 1742, qu'un sphéroïde devient oblate, c'est-à-dire en forme de sphère aplatie, lorsqu'il a une vitesse de rotation constante. Puis en 1834, Jacobi calcula que si la Terre tournait assez vite, elle aurait plutôt la forme d'un cigare. Après la diffusion de la théorie de fission de Darwin, Poincaré publia en 1892 un texte dans lequel il démontre qu'un sphéroïde en rotation rapide va s'aplatir, prendre ensuite la forme d'un œuf, puis d'une poire. Enfin, la poire va se scinder en 2 masses, piriformes également. Pour illustrer cela, j'aime bien me référer à cette représentation imagée de ce processus appliqué à la formation de la Lune. La théorie de Darwin à peine diffusée, Osmond Fischer eut une idée originale, mais à vrai dire peu crédible. La masse arrachée à la Terre pour former la Lune provient de la zone Pacifique, et ce processus a entraîné, par compensation purement mécanique, l'ouverture progressive de l'Atlantique, avec un bel ajustement des bordures des continents américains et africains. La théorie de la dérive des continents n'était pas encore connue. Pour en revenir à Darwin, celui-ci connaissait les travaux de Maclaurin, Jacobi et aussi Poincaré, même si ceux-ci ne figurent pas dans ses premiers textes. Mais on les trouve signalés ensuite, par exemple dans son ouvrage The Tides, publié en 1898, publication qui fait suite à une série de conférences effectuées aux États-Unis l'année précédente et qui eut beaucoup de succès. Dans une prochaine vidéo, nous examinerons ce qui est advenu de la théorie de la fission de Darwin.